impossible de rencontrer Gustave Meyrink, sauf en état de transe, parce que Gustave Meyrink est décédé il y a bien 90 ans maintenant. Donc, tu as rencontré le golem, c'est bien ce que tu disais. Le golem, qui est une personnalité d'essence énergétique, qui joue le rôle du gardien du seuil avant la manifestation de son double de lumière, le Christ. Alors le golem est une figure d'ombre qui est un peu votre double. Voici comment je l'ai rencontré. C'était probablement l'année 1970. Je ne demeurais pas encore ici. J'ai déménagé ici il y a 51 ans, le 1er mai 1971. Je demeurais dans l'est de la ville, sur la rue Saint-Germain, dans la côte qui mène à la rue Sherbrooke. Ma femme, qui était une personnalité avec une forme nerveuse et mentale hystérique. Nous ne parlons pas de Jackie, là. C'était bien avant Jackie. Bien avant que Jackie n'apparaisse. Hein, et bien avant que ma compagne, qui est restée avec moi pendant 40 ans, n'apparaisse. Elle s'appelait Claire. Elle était infirmière en psychiatrie. Elle avait une écriture dévastatrice, à la fois violente et tourmentée. Et à cause des tensions qui l'habitaient, elle devenait progressivement de plus en plus marquée par une maladie qui allait la tuer, la spondylarthrose ankylosante. Nous ne pouvions plus dormir dans le même lit à la fin de notre union en 1970. Je la laissais donc se reposer dans la chambre parce qu'elle criait à chaque fois que le lit bougeait. Elle avait mal, hein? Et moi, je dormais sur un grand divan dans le salon et il y avait une sorte de pouf à côté de moi où je mettais différentes petites choses pour la nuit. Ce soir-là, je venais de côtoyer un grand médium écossais, le docteur Graydon. Ma femme m'avait accompagné en se traînant. C'était non loin d'ici, sur le boulevard Saint-Joseph. Et le lieu où le docteur Graydon nous recevait était un lieu étouffant. Non seulement il y avait, toutes les fenêtres étaient fermées, il y avait des volets en bois et d'épais rideaux de velours par-dessus les volets. Il n'y avait qu'une infime luminosité bleuâtre sur le lieu où les séances avaient lieu. Et c'était un médium personnificateur. Donc, il pouvait nous apparaître sous les traits d'un vieux mandarin. Il en prenait les traits. La lumière bleuâtre, très, très faible, permettait de constater que ce n'était plus le visage de l'homme qui venait de nous recevoir, qui était là devant nous. Et plusieurs autres personnages. Le dernier étant un sage taoïste chinois. Et c'était très étrange. Ce vieux sage s'appelait Lu Si, S-I.
En 2 mots. Lucie. Ma femme avait beaucoup insisté pour qu'on aille le consulter. Et je suis toujours d'accord. Quand on me propose quelque chose d'agréable, de nouveau, Oui, pour y aller avec elle. André est toujours d'accord, oui. Oui, oui. Moi, si tu me dis, est-ce que tu voudrais me regarder me suicider? Je vais applaudir pour le spectacle. Je dirais pas non. Mais toujours est-il que parmi les questions qu'elle lui posait, il y en a une dont je me souviendrai toujours. Elle lui a dit, parce qu'il parlait anglais, ce monsieur, il était écossais, le docteur Graydon. Elle dit, will I be near him when he will realize his perfect identity. On parlait mal l'anglais, mais il lui a répondu, you will be in his vicinity. Il n'a pas dit qu'elle allait être avec moi, qu'elle allait être dans mon environnement. You will be in his vicinity when he will achieve his transcendental project. Cet homme-là ne me connaissait pas du tout. Je ne lui ai pas parlé. Toujours est-il qu'on était secoué par cette énergie qu'il dégageait et on est rentré à la maison. Ma compagne, péniblement, s'est couchée dans le lit de la chambre. Et moi, je me suis couché sur le divan du salon, où je devais vivre une expérience que j'oserais appeler tout embarrassante. Le chien du concierge, qui est un berger allemand, et qui l'enfermait toujours dans le hangar, pas tellement loin de notre appartement, s'est déchaîné en hurlant, en grognant, en aboyant pendant une demi-heure. Tout d'un coup, j'ai allumé. Je me suis levé. J'ai dit, Lucy, if it is you who make the dog barking, stop that. Ce fut tout. Alors je me suis endormi, mais on ne dort pas aussi bien sur un grand divan que, même s'il est moelleux, que dans un lit. Et sur le petit pouf près de moi, en me retournant, il y avait une silhouette grise. À cette époque, je faisais des haltères. Et j'en ai fait beaucoup. J'étais donc très charpenté. Cette silhouette était celle d'un homme. Il était gris, comme de l'étain. Il se tenait, on va dire que je suis sur le banc ici. Il se tenait tantôt comme ça, tantôt comme ça. Il changeait de position, mais je ne le voyais pas bouger. Chaque fois que je me retournais, cherchant à dormir, malgré ces événements troublants, les cris parfois de ma femme qui souffrait, il avait changé de position. Toute la nuit. Jusqu'à l'aube. Moi, je dormais entre-temps. Mais il était toujours là. Il était à mon image,
comme si j'avais été dans ma perfection, mais comme un personnage éteint. Et au moment où je me suis retourné une dernière fois et que je voyais la clarté du jour poindre, il n'était plus là. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis levé, là, en criant « Le golem !» J'ai passé ma nuit avec le golem sur la rue des alchimistes dans le ghetto de Prague, tandis que veillaient les enfants du dimanche. Hein, tu t'attendais pas à ça, hein? Comme vous le voyez, je n'avais pas oublié le fil de notre conversation. Alors, ces événements-là se sont passés exactement 3 ans avant la nuit du destin. Il faudra consulter le premier tome du journal d'un démiurge, qui est mon journal intime, philosophique, en date du 15 septembre 1973, pour définir, comprendre, si c'est possible, ce que j'ai vécu cette nuit-là, la nuit du destin. Si vous n'avez pas le journal d'un démiurge, j'en ai peut-être 1 ou 2 exemplaires que je vous remettrai avec plaisir. Pour le plaisir, hein? Je ne veux pas vous le vendre. C'est extrêmement précis. Alors, c'est ainsi que j'ai été confirmé dans mon identité divine profonde, que j'ai rencontré le golem, qui est le gardien du seuil, que j'ai pu échanger avec les années, avec les invisibles. Une des rencontres les plus percutantes a été la rencontre avec Nietzsche. Ce fut fracassant. Nietzsche est un personnage à la fois très érudit, écrivain, un philologue qui enseignait à l'université allemande de Bâle, en Suisse allemande, et un compositeur comme Gurdjieff. Nietzsche et Gurdjieff composaient de la musique. Se sont connus. Pardon? Se sont connus. Non. Impossible. Gurdjieff était un maître ésotérique inspiré par les écoles orientales. Et Nietzsche était à la fois un érudit et un vagabond qui passait ses hivers sur la Riviera ou à Hyères, sur la Côte d'Azur, et ses étés dans les Alpes, sur les hauteurs de Sils Maria. Nietzsche est comme un croisé, sans Dieu. Ce n'est pas un métaphysicien. C'est une sorte de prophète furieux, comme ces chefs d'orchestre danubiens en furie qui dirigent des musiciens à Bayreuth. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'il est venu me voir. Où j'ai dit aux gens qui sont autour de moi, parce que ce sont des expériences, comme si vous placiez un décor et que vous annonciez à ceux qui sont avec vous, nous allons recevoir aujourd'hui de la grande visite. Soudainement, la porte s'ouvre avec éclat. Nietzsche apparaît.
habillé en croisé. Il y a une lampe torchère debout, là, à côté de lui. Il la prend et il la lance à travers la pièce. Elle va s'écraser dans les persiennes en créant un court-circuit et il crie. Rien n'est plus manifeste que la présence de l'absolu dans le relatif. Et moi, je me suis réveillé en bas de mon lit, surpris, étonné, parce que il faut oublier les interprétations freudiennes des rêves et commencer à comprendre, comme le soupçonnait à la fin de sa vie à 88 ans, Carl Gustav Jung, lorsqu'il disait « Il est possible que les rêves ne soient pas des symboles, mais des faits psychiques. » Alors, c'est ainsi que, progressivement, et surtout que je développais des recherches qui m'ont mené au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat de 3e cycle de la Sorbonne et au post-doctoral avec une bourse du Conseil des arts du Canada à développer ma propre conception de l'immatérialisme. Ce fut 60 ans de réflexion. Alors, voyez-vous, ici, vous avez, après ma thèse postdoctorale, je pourrais peut-être vous la montrer. Oui, c'est souvent des inventaires dans une bibliothèque, c'est des grosses tranches. Tu avais dit qu'il résisterait à une guerre nucléaire, qui aura peut-être lieu au demeurant. C'est sûr que moi, je trouve que la quantité de livres et la taille Alors voilà, donne une chance. ma thèse postdoctorale. Alors, j'ai pris mon doctorat, ensuite j'ai rédigé ma thèse postdoctorale, et ensuite, en me frottant les mains, je me suis dit, à nous deux! Et j'ai commencé la rédaction qui a duré 50 ans, parce que c'est des recherches qui dataient de l'âge où j'avais 20 ans. J'ai publié à 28 ans, je l'ai terminée à 28 ans. Elle était audacieuse, ma thèse. Et finalement, comme personne ne voulait investir une fortune pour publier ce livre-là, qui, écrit au dactylo, avait 1120 pages. Mais alors, je me suis dit, on va le financer. Moi, je n'ai pas d'argent, moi. Je suis pas un sou. J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de dentier à la mâchoire inférieure. Je ne porte plus mes verres parce que ça coûte trop cher. Je n'ai plus de vie sociale, mais je publie. Je publie. Alors, après les études académiques, j'ai passé aux choses sérieuses. Et j'ai publié le premier traité, tome sur l'immatérialisme. Puis le deuxième. Ce sont des livres de 800 pages. Celui-ci est plus petit, mais non moins concentré. Le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième. Alors voici un traité. J'en ai 15. Le traité de la raison va sortir dans quelques jours. Ça va être le 84e. Oui, il est indigeste, il est technique,
un esprit non préparé pourrait vouloir sauter en bas du pont Jacques-Cartier en essayant de le comprendre, mais ça c'est un petit morceau qu'on donne aux petits. D'ailleurs, que j'ai oublié de lui donner Donne-le-lui. quand vous êtes arrivé. Charlot, tiens, Charlot, Charlot. Oui, Charlot. C'est soit Karine qui le donne. Tiens, oui, donne, tiens, c'est Isabelle va lui donner. Parfait, Alors, vous bon. voyez, ça ici, c'est ce que j'appelle un opus. Un opus. Et c'est un des nombreux opus, comme mon grand traité d'antipolitique en 3 volumes, qui constitue mon système moniste, immanentiste, auto-égocratique, avec une épistémologie immatérialiste, une ontologie de l'absolu, une métaphysique du je suis intussusceptif immanent, une grande logique, un traité de l'eupraxia, un traité de globale individuation, en un seul mot, et plusieurs autres traités, dont le court traité de théurgie, la science du tout, le traité de noétique générale, et très bientôt, le traité de la raison. Alors, comme vous le voyez, ici, avec le soutien de Jackie, celui de mes compagnes, ou passées, ou présentes encore, c'est ce qui fait que je suis fier de dire, une fois qu'on m'aura compris, nous offrirons la disponibilité du suicide à tous les professeurs de l'université qui prétendent faire de la philosophie. Je n'abandonnerai pas de sitôt, je n'ai que 81 ans. Jeunesse. Je vais les bousculer légèrement. Ça sera pire que la bombe atomique. Parce qu'ils m'ont tenu la dragée haute. Ils m'ont tenu à l'écart. Ils m'ont privé de subventions. Ils ont ruiné ma réputation à Paris. Et le professeur Harry Bracken de l'Université du Nevada, qui était visiting professor à l'Université McGill et à l'Université de Montréal, apprenant comment on m'avait traité à Paris, parce qu'on a refusé ma thèse postdoctorale, a déclaré que l'attitude qu'on avait eue envers moi à Montréal, de mes collègues, était criminelle. Inutile de vous dire qu'il n'a plus jamais été invité. Mais il a été très secoué par la façon dont on m'avait chassé en faisant venir la brigade anti-émeute pour m'empêcher de m'exprimer. Et il était comme gêné. J'ai appris récemment qu'il était mort, il y a une quinzaine d'années, et qu'il était resté à Montréal, mais à McGill, sans n'avoir plus jamais donné de nouvelles. Il était gêné, ça n'avait pas de sens. C'est comme le consul du Maroc qui m'envoyait des chèques pour mon œuvre de Riyad, qui est la capitale de l'Arabie Saoudite. M. El Hassan Alaoui, le cousin du vieux roi du Maroc, et qui ne m'a pas parlé à un moment donné pendant 13 ans, parce qu'il avait peur de voir entacher sa réputation par ma mauvaise réputation. Je suis considéré, pour beaucoup de gens,
comme ce que vous pouvez imaginer de pire au pays, pire que le Marquis de Sade. Parce que j'ai une philosophie générale qui accorde de l'importance, aux femmes. Je suis le seul philosophe dans l'histoire de la philosophie depuis 3000 ans dont les principaux disciples sont des femmes. C'est unique. Et elle s'est méritée, au nom de tous, le surnom de la déesse. Et moi, je l'ai connue personnellement. Alors, et je peux vous assurer que c'en était une. Une femme elle l'a côtoyée extraordinaire. 17 ans. Ouais. Et elle était comme sa sœur. Et c'est Francine qui l'a formée, comme si elle savait qu'elle devait s'en aller et que Jackie devait la remplacer auprès de moi. Nous nous rencontrons spirituellement au moins une fois par mois depuis son décès, il y a 11 ans. Elle est toujours là. Parce que, voyez-vous, pour moi, qui ne crois pas à l'existence de la matière, ce qui se produit, c'est que nous sommes déjà Charlot. présents dans ce que j'appelle le tissu cosmique de la félicité et que Socrate appelait les champs fertiles de la les pitié. champs fertiles de la pitié. Alors c'est ça, mes amis. Quand vous venez ici me voir, vous me faites un grand honneur, et puisque je suis déshonoré auprès des universitaires, des hommes politiques. Parmi les gens en politique, il n'y avait que l'ancienne gouverneure générale du Canada, Mme Sauvé, qui me saluait sur la rue. Personne d'autre ne s'intéressait à moi. Mais j'ai eu des revanches sublimes.